Eh bien, écoutez, je crois que le débat est lancé. Il nous reste un peu plus d'un quart d'heure pour réagir. Juste une remarque. Alors, voilà, il y a Bruno Georges. Alors, si vous voulez prendre la parole sur le côté, je veux bien passer mon micro. Alors, Bruno Georges. Moi, je suis tout à fait dans la logique de ce que dit M. Cotet. Je voulais dire deux choses. La première chose, pour moi, c'est que entre 75 et 2000, parler de temps de retour, c'était un indicateur pertinent, y compris quand le temps de retour, c'était 15 ans, parce qu'en gros, de 75 et 2000, il ne s'est pas passé grand-chose, que ce soit d'un point de vue réglementaire, augmentation du coût de l'énergie, tout ça, tout ça. On n'est plus du tout dans cette logique, et on va être de moins en moins dans cette logique. Donc pour moi, dès qu'on dépasse 3-4 ans de temps de retour, c'est un indicateur qui est plus du tout pertinent, parce que qui, ici, est capable de dire la situation entre l'inflation, le prix de l'énergie et ce que nous feront les financiers dans 15 ans? Personne. Personne. Donc parler de temps de retour de 15 ans, ça veut vraiment sémantiquement rien dire, et donc c'est pas un indicateur pertinent pour décider la hiérarchisation de ce qu'on a à faire. Moi je pense que la première chose, c'est pas du tout de commencer par les systèmes, c'est pas du tout de commencer par l'enveloppe. La première chose à faire, c'est d'avoir une vision globale. C'est-à-dire sur un sujet donné, un lycée, du logement social, qu'est-ce qu'il serait bien de faire si on avait le pognon et le temps? Dans l'idéal. Parce que si on commence à faire des petits bouts de machin, une fois dans un coin, une fois dans l'autre, c'est sûr qu'on se trompe. La bonne expérience, c'est peut-être pas le contrôle, mais le bon truc, parfait du mauvais exemple, c'est on change la chaudière dans le logement social parce que ça gagne. Hein, ça gagne tout de suite. Alors, on a une opération qui a 1 MW de perte, on a 2 marmites de 500 kW, on va changer par 2 marmites neuves de 500 kW, et à la première autre opération qu'on va faire quelque part, mettre de l'isolation, changer les fenêtres, eh ben, ça sera complètement mal dimensionné. Donc la première chose pour moi, c'est d'avoir une vision globale, de manière à ce que ensuite, quel que soit ce qu'on fait, on le fait à fond, mais dans la vision qui fait que quand on aura mis toutes les briques, eh bien ça sera correct. Si on commence à avoir une seule vision que argent, que économique, c'est une vision qui est fausse. Hein. Je pense que tout le monde ici a vu ce qui s'est passé en 2008. Les financiers sont des gens qui ne sont pas fiables, sont des gens qui fonctionnent avec des gains quand ils sont pour eux, et puis c'est nous, contribuables, qui épongeons quand ça marche dans l'autre sens. Donc ça, c'est ça l'argent public aussi. Donc aujourd'hui, la première chose vraiment forte, c'est la vision globale qui va décider, qui va faire un vrai constat. Et là, il ne s'agit pas de marques, de backnet, de loan, d'isolant avec de la plume de canard ou des capteurs solaires. On n'est pas dans cette logique. On est dans une logique d'analyse globale, radicale. Et ensuite, on a des actions qui sont mesurées, qui sont dans la cinétique du projet, qui sont dans la cinétique de la capacité d'investissement. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui n'investissent pas. Pourquoi ? Elles ont l'argent, mais sauf qu'elles vont s'endetter, donc elles louent. C'est des trucs un peu loufoques qui n'ont pas de réalité, parce que je vous rappelle, la réalité, c'est le CO2 quand même. Hein. Le prix de l'énergie, c'est embêtant pour les pauvres, c'est-à-dire les pauvres des pays riches et les pauvres pays de la planète. Eux, ils vont en baver un peu quand l'énergie va augmenter. Ils en bavent déjà. Mais le CO2, c'est tout le monde. Hein. S'il n'y a plus de dinosaures, il ne reste pas de dinosaures riches aujourd'hui. Hein. Ils ne sont plus là tous. Donc c'est un vrai enjeu. Et ça, c'est une vraie vision globale qu'on doit avoir. Merci. Alors, une réaction. Patrick Tabouret, oui. Juste pour venir sur ce que vous dites, enfin, je suis d'accord avec vous, ce qui est important, c'est bien de prendre à la fois un projet global, puis une vision, pas simplement à court terme. Mais vous parliez tout à l'heure des bâtiments et des marchés publics. Malheureusement, aujourd'hui, quand au niveau entreprise, on répond, c'est souvent le chiffre qui est en bas à droite qui fait la décision, et ce n'est pas forcément des visions globales sur des réalisations qui, quand on les analyse, sont des choses peut-être pérennes à 10 ou 15 ans derrière. Donc ça aussi, il faudrait en prendre compte dans les choix et puis de... Vous avez 100% raison, parce que c'est pas à ce moment-là que la décision s'est prise. Hein, c'est exactement comme Madame la sociologue tout à l'heure qui dit c'est dommage qu'il n'y a pas assez de sociologues dans les équipes d'ingénierie. Je suis pas d'accord. Il faudrait des sociologues chez les programmistes, parce que c'est là où il les faut. Il faut toujours le cran du dessus, parce que vous répondez à une question. Si la question elle est mauvaise, bah, fatalement votre réponse elle sera de la qualité de la question. Exactement. Je crois qu'Olivier Théon voulait réagir. Oui. Oui, non, c'était à propos effectivement de la qualité des cahiers des charges. Alors moi, mon expérience, elle diffère un petit peu. J'ai été maître d'ouvrage public dans le passé, j'ai travaillé maintenant dans le privé. Ce que je vois, c'est que la qualité, mais alors, encore une fois, le programmiste, il intervient dans le cadre de certaines opérations, donc notamment des cahiers des charges pour des
pour simplement des prestations techniques d'amélioration thermique, souvent, ou l'amélioration générale d'un bâtiment, souvent c'est pas fait par un programmiste. Mais quand même, il faut dire, à la décharge des maîtres d'ouvrage publics, que la démarche de programmation qui est de formaliser un cahier des charges pour consulter des équipes de maîtrise d'œuvre, c'est partie des maîtres d'ouvrage publics. Et ça se transfère progressivement vers des gros maîtres d'ouvrage privés. Mais je pense que quand même dans le public, il y a aussi quand même une certaine culture de cahier des charges. Par contre, ce qui est vrai, c'est que certaines consultations sont pas faites par les services de maîtrise d'ouvrage classiques de construction, mais par des maîtrises d'ouvrage d'exploitation qui sont pas habitués à rédiger ces cahiers des charges. Mais ce que j'ai pu remarquer aussi par ailleurs, c'est que des maîtres d'ouvrage privés ont aussi parfois, et ça m'est arrivé de pas répondre, des cahiers des charges qui sont tout à fait déficients. Hein, voilà. Donc je serais moins tranché sur le contraste privé-public. Si je me rappelle bien, c'est vous, Olivier, qui m'aviez expliqué que vous travaillez justement sur la qualité des documents que vous rédigez. Alors effectivement, est-ce qu'ils sont vraiment mieux que les autres ? Mais bien entendu, non, je vais ça vous dire coûte rien de le dire. Bon, non, mais ce qui est vrai, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est il y a des textes, un cahier des charges, c'est rédigé. Oui. Et effectivement, parfois, j'imagine qu'il y a des cahiers des charges qui sont incompréhensibles. Et dans ce cas-là, on est passé à côté de tout. Le cahier des charges, c'est pas seulement des schémas, c'est aussi différentes illustrations, mais c'est aussi un texte et c'est une dialectique entre les deux, entre le texte et l'image pour une compréhension. Il s'agit d'abord de dialoguer avec un client maître d'ouvrage et d'arriver à valider des choses et in fine le programme, c'est un document qui s'adresse à une équipe de maîtrise d'œuvre. Et c'est ce que je vous disais, effectivement, la qualité rédactionnelle, la clarté de l'exposé, son degré de synthèse, parce qu'il ne s'agit pas d'écrire des choses trop longues, il faut être synthétique, précis, avoir la maîtrise du sens des mots, etc. C'est des choses qui sont fondamentales. Et ça, c'est des choses basiques, des choses que je vous disais académiques, mais qu'il s'agit d'utiliser dans le cadre d'un document professionnel pour faire des documents clairs, hiérarchisés, avec différents niveaux de lecture. Et c'est en ce sens-là qu'il faut absolument maîtriser ça. En fait, vous êtes un peu l'équivalent de l'intégrateur de protocoles, de différents protocoles GTB. Vous êtes à l'image de l'intégrateur. C'est vous qui traduisez les volontés politiques des utilisateurs, éventuellement des services techniques, dans un seul et même document compréhensible par tous. Alors dans un ensemble de documents qui font un cahier des charges, mais qui sont cohérents entre eux et qui doivent l'être absolument, sinon ça perd tout son sens, mais qui sont des documents rédigés pour le coup, rédigés en langue française. Donc ça demande à la fois une maîtrise, une analyse des usages et des qualités sociologues, ça demande aussi des qualités techniques, notamment parce que parfois il faut savoir dire à un maître d'ouvrage que non, il ne faut pas aller vers d'abord changer la chaudière par exemple, parce que c'est absurde de changer une chaudière avant de faire une amélioration énergétique, etc. Donc ça demande quand même, c'est une des caractéristiques du métier de programmiste. Et c'est aussi pour ça que les profils, les doubles ou triples cursus sont bons pour faire la programmation, parce qu'à ce stade-là du projet, il est bon d'arriver à maîtriser pas mal de choses qui après ne sont plus maîtrisables de facto quand on est plus loin dans le projet. On ne peut plus être après architecte et bureau d'études ensemble, ça c'est impossible. Et quelque chose que vous m'aviez dit que je me permets de citer. Vous m'aviez dit on travaille en même temps la forme et le fond du document. C'est un travail de construction académique, comme on l'apprend au collège. Ouais, ça me rappelle, j'ai une amie qui est prof de français et elle s'arrache les cheveux à chaque fois qu'elle essaye d'apprendre la logique argumentative à ses élèves de 4e et de 3e. Voilà, on saura quoi dire aux élèves de collège. Si tu fais des efforts de rédaction, tu seras peut-être un bon programmiste, ou en tout cas, oui, la capacité à rédiger des documents. Vous savez, nous, on se pose aussi la question quand on rédige une publication numéro 4 des cahiers de la construction durable en Bourgogne. C'est pas facile de mettre tous ces langages dans un seul et même document compréhensible, net, clair et précis, et sans trop d'images. Non, parce qu'il y a beaucoup de textes. Je le dis, ne soyez pas surpris. Il y a beaucoup de textes dans les cahiers de la construction durable, mais parce il y a beaucoup de choses à dire sur ces thèmes qui sont très vastes et qui sont. Alors, des réactions, parce que c'est moi qui monopolise la parole maintenant. Alors, merci de vous présenter à nouveau. Alors, Monsieur Daubert, oui.
Monsieur Georges nous a fait une belle envolée, très intéressante, le jeudi après-midi au Conseil régional. Mais dans cette envolée, vous avez oublié de dire ce que vous avez dit au début, c'est les banques. On ne peut pas dire qu'on va faire une solution globale et attendre le jour où on a les sous pour faire la solution globale d'aménagement d'un bâtiment. C'est pas possible. Il faut s'occuper, il y a des gens qui sont dedans. Lorsque les HLM vous donne 25 000 € par logement pour faire quelque chose, il faut faire quelque chose. C'est pour ça que j'aimerais bien revenir sur ce qu'a dit Taon, c'est ça? Nous, on est aussi des architectes ingénieurs au bureau et on fait un peu les deux, l'architecture et la technique en même temps. Et je pense que les programmes doivent parler de phasage et de priorité. Il faut absolument parler de ça. On ne peut pas attendre le grand soir en disant on ne fait pas la chaudière, on fait l'isolant, etc. Et ce phasage, il faut en parler dès le programme. Par quoi on commence? Parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans la merde dans leur immeuble HLM. Il faut qu'on commence par quelque chose et on n'a pas les ronds. Donc il faut que ce phasage soit financier, on ne peut pas simplement être technique. Absolument. Et comment faire avec ce phasage? Parce que nous, on aime bien les programmistes, parce qu'on aime bien travailler avec eux, puis dès qu'on a le programme, on commence à en discuter, en disant, bon, tu crois pas que par quel bout on peut commencer? Parce que le bon temps, nous on faisait le programme, puis ensuite le projet, puis ensuite technique, c'est terminé tout ce machin-là. Il faut absolument qu'on fasse des projets-programmes. Hein, c'est-à-dire qu'on commence à dessiner un truc, puis on dit, bon, mais tu crois pas que dans la première tranche on peut faire ça, puis la deuxième, etc. La question enfin, si vous pouvez nous causer un peu de cette question du phasage, où la finance, elle est évidemment fondamentale. Alors, c'est vrai, absolument. Alors, c'est pour ça n'a pas été beaucoup développé ce matin, mais dans le cadre de la faisabilité, alors le programme, il est articulé autour de 3 grandes phases, ça a été dit ce matin par Monsieur Bonin. La faisabilité, c'est le temps où, sur la base des objectifs du maître d'ouvrage et du diagnostic de site, on envisage les choses telles qu'elles pourraient être, mais avec une évaluation du prix et une priorisation des actions. Alors, dans le cadre d'une action sur un bâtiment circonstancié, c'est un programme. Dans le cadre d'un site entier, c'est un schéma directeur. Mais effectivement, Monsieur Daubert, vous avez raison, le phasage est fondamental. Et comme les opérations deviennent de plus en plus complexes, effectivement, il arrive que ce soit de plus en plus pertinent, que ce dialogue, il s'affine et se poursuive jusqu'à la PD. Bien entendu, je suis absolument d'accord avec vous. Si je puis me permettre, cet échange me rappelle curieusement une journée technique qu'on avait organisée l'année dernière. Et c'était sur la rénovation énergétique des copropriétés, où on retrouve exactement les mêmes problèmes, mais sur à une plus petite échelle. Et il me semble que dans les copropriétés, on parle plan de travaux, on parle négociation avec les banques. Bon, voilà, juste un petit aparté. Laurent Boiteux. Laurent Boiteux, Bourgogne Bâtiment Durable. J'ai une question depuis ce matin qui me taraude et qui a été largement ouverte par les intervenants, là, qui me rappelle une phrase d'un archi qui s'appelle Scarpa, l'architecture c'est génial, dommage qu'il y ait des habitants dedans. On parle de l'usager, on parle vraiment de sa place là-dedans, on le prend en compte ou pas. Globalement, moi je vis selon un adage, vrai ou faux, qui est un bâtiment économe, ça demande un usager économe, un bâtiment passif, ça demande un usager actif. Donc je voudrais qu'on parle de l'action que peut apporter ou pas cet usager. Quand j'entends dans les réponses d'un côté Marine qui explique qu'elle fait de la démocratie participative, il faut utiliser les termes actuels par rapport à ça, qui essaie d'impliquer l'usager, l'habitant, l'ancien habitant, le futur habitant et autres, je trouve que c'est une démarche qui est intéressante, mais qui fait appel à des nouvelles pratiques qui sont complexes et puis encore plus complexes à calibrer dans des missions, dans des temps et dans des formations initiales que l'on a ou pas. Et puis d'un autre côté, j'entends que le programmiste doit prendre en compte des choses. J'entends une personne ce matin, je suis désolé, j'ai oublié votre nom, voisine opposée, qui nous parle de l'usager, et puis de couleur, et puis d'acoustique, et puis de tous ces éléments de confort et autres. Je suis désolé si j'ai oublié votre... Véronique Girard. Véronique. Et je voudrais savoir de qui on parle quand on parle de l'usager, si c'est qui va parler de l'usager. Un ergonome, un coloriste, un acousticien, un sociologue, tout le monde, plus, moins. Enfin, j'arrive pas à comprendre ce que veut dire le mot usager. Je suis désolé, j'ai un truc que je bloque là. J'aimerais qu'on essaye d'avancer sur cette problématique-là, parce que le programmiste, à mon avis, n'est qu'un être humain comme tous les autres, si bon soit-il, et il ne peut pas représenter tout le monde. Donc comment représenter cet élément-là, l'habitant? Comment représenter l'habitant? Olivier Taon propose de répondre, et puis Véronique Girard donnera un élément de réponse aussi. Vous avez absolument raison. Par contre, ce que peut faire le programmiste,
c'est rencontrer et écouter beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'une opération de programmation commence, et c'est comme ça qu'elle doit finir pour être réellement bonne, cette opération de programmation, pour arriver à finaliser les choses et à affiner et valider les choses avec les personnes qui vont vivre dans le bâtiment, qui l'utiliseront. Alors, ça fait partie du passionnant métier de programmiste, de rencontrer les uns et les autres, d'être un jour avec un cuisinier dans une prison, le lendemain avec une femme de ménage dans un collège. Pour venir précisément à la définition des usagers, il est impossible de répondre de manière ferme aujourd'hui, tout de suite là. Par contre, pour chaque projet, il faut arriver à définir des familles d'utilisateurs. Alors là-dedans, vous allez avoir, par exemple, les services techniques. Les gens qui vont maintenir. Donc ça veut dire qu'il faut faire une enquête et questionner, savoir qui va maintenir, comment, quels sont les utilisateurs. Là, vous allez avoir des personnes qui vont s'occuper, par exemple, de la propreté. C'est une famille d'utilisateurs. Vous allez avoir, dans une école, effectivement, le corps enseignant. C'est encore une autre famille d'utilisateurs. Et donc, c'est, je dirais, au tout début de l'opération qu'il faut arriver déjà à commencer à identifier ces différentes familles, sachant que c'est itératif et qu'on peut en trouver. Lorsqu'on fait les entretiens les utilisateurs, on va trouver peut-être d'autres utilisateurs. On va avoir le factotum dont on parlait tout à l'heure, qui en soi est souvent le seul membre de sa famille, etc. Donc ça fait partie du boulot de programmiste au début, et il faut commencer par ça, c'est fondamental, identifier l'ensemble des utilisateurs, enfin en tout cas au moins des familles d'utilisateurs pour pouvoir rencontrer des gens qui peuvent les représenter. Alors après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'avec le temps et les années, on est beaucoup plus sensibilisé à certaines préoccupations de certaines familles d'utilisateurs. Il y a des ponts à faire entre, mais chaque opération est réellement, alors c'est un peu un cliché de le dire, mais tout le monde sait qu'en bâtiment on construit des prototypes, et du point de vue du programme c'est aussi vrai, et c'est pour ça qu'un programme et des copier-coller c'est pas un programme, et donc il s'agit de rencontrer ensuite des représentants de chaque famille, et puis et pas de leur demander vous voulez combien de mètres carrés, vous voulez que ce soit comment, de leur demander de faire le plan, c'est pas ça. Il s'agit de comprendre quelles sont leurs attentes, et ensuite c'est à nous de le retranscrire en des surfaces, des organisations, des couleurs, pourquoi pas, effectivement, notamment les équipements pour l'enfance et pour les personnes âgées, c'est fondamental, enfin toutes ces ambiances-là. Et c'est en ça qu'après, nous, il faut qu'on aille chercher des informations, notamment dans les recherches universitaires, dans la littérature, etc. Donc voilà un petit peu comment commence une opération et comment on prend en compte ces familles d'usagers, sachant qu'après, il s'agit de les re-rencontrer à la fin du programme, lorsque les choses sont beaucoup plus définies, et où là, on va faire une validation de manière beaucoup plus précise, espace par espace. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il me semble que là, les sciences humaines auraient peut-être quelque chose à dire sur les méthodes justement d'interview et la restitution qu'on peut en faire, parce que moi je me rappelle d'un monsieur qui s'appelle Bourdieu et qui disait que la limite de la sociologie, c'est qu'on peut faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui sur n'importe quoi. Et ça, je le répète de plus en plus, parce qu'il y a vraiment des questions de méthode derrière ça. Une interview, ça se fait pas au petit bonheur la chance. Et voilà, ça renvoie des méthodes. Je passe la parole à Véronique Girard pour répondre. Ensuite, Marcel Chifflot, tout le monde veut parler. Il va falloir conclure. Donc, on se laisse 5 minutes. Je suis très inconfortable d'être assise et de ne pas pouvoir vous voir. La question de l'usager, c'est une question qui est, à mon avis, très subtile et très délicate à traiter. Parce qu'effectivement, de quel usager on parle? Pourquoi moi, je me suis intéressée aux usagers enfants et personnes âgées? C'est qu'ils n'avaient pas la parole. Comment faire en sorte qu'ils nous parlent? Alors, il y en a qui utilisent les dessins, il y en a qui utilisent les dessins. On ne parle bien que de ce qu'on connaît. Donc, il y a la parole que l'on recueille à un moment donné. Il y a comment je vais la recevoir et la retranscrire, parce qu'on ne peut pas éviter de jouer un rôle de filtre. Et j'ai des exemples. Je peux vous citer un exemple d'une école à Montarnot, où le programmiste, lui, les sanitaires, je suis obsédée des sanitaires. Les sanitaires, il n'y a pas besoin de les mettre à côté des classes, on fait des batteries, je suis convaincue que c'est la solution, et il s'est démerdé pour que les enseignants disent ça. Donc ça rejoint ce que tu disais à propos de Bourdieu. Donc la question de l'usager aussi, c'est que je recueille une parole à un temps donné, je lui fais croire. Déjà, j'entends beaucoup ça. Oh oui, mais on m'a écouté, mais on n'a rien respecté. Ça, c'est une autre chose. Donc je lui fais croire que je l'entends, mais même si je l'entends, dans 10 ans, il y aura d'autres personnes. Donc comment je fais pour tenir compte de cette parole-là à cet instant T-là,
Et puis, de penser à ce qui va se passer d'autre. Comment je fais pour tenir compte de ce qu'il me demande et de ce qu'il ne me demande pas parce qu'il ne le connaît pas. Donc il y a toute cette question-là à se poser, et il faut pas. C'est un leurre de dire on va aller interroger, on fait de la démarche participative, on va aller interroger les usagers et on va retraduire texto ce qu'il a demandé. C'est vraiment très subtil et il y a vraiment effectivement un réel questionnement à se poser à ce sujet. Je finis. Après, une fois qu'on conçoit, là où je me suis aperçue que ça jouait aussi un rôle, c'est qu'au moment où le projet est conçu, questionner les usagers, les aider à s'investir dans l'espace qui va être créé, les accompagner au fur et à mesure de la création pour qu'ils commencent à intégrer cet espace-là, à y vivre, c'est tout un travail aussi, mais ce dont je me suis aperçue là, c'est que quand on fait cette démarche-là, l'indice de satisfaction est bien plus élevé que si on livre le bâtiment et on leur dit maintenant vous vous démerdez. Je parle de la place où je suis, je ne parle pas des techniciens ou de la maintenance, c'est pas mon rayon pour moi pour l'instant. Et pourtant, je sais que c'est important. Mais je me suis aperçue, j'ai un cas où j'ai des instituts de maternelle qui m'ont demandé de les aider à réfléchir sur l'aménagement de leur classe, à imaginer comment ça pourrait être. Et puis, les instituts d'élémentaire qui, eux, ont dit, bon, non, ça ne nous intéresse pas. Et en définitive, l'indice de satisfaction est bien meilleur chez les maternelles que chez les élémentaires. Donc, il y a tout un accompagnement de l'usager. Ce n'est pas uniquement au départ, c'est tout le temps. Tout le temps, jusqu'au moment où il prend possession. Et peut-être après, il y a le retour d'expérience qu'on ne fait jamais assez. Voilà, donc question de méthode, favoriser les démarches d'implication, voilà. Et puis, je me dis qu'on a bien fait de faire le bon à savoir sur usagers, utilisateurs, occupants, habitants, page 10 de la publication numéro 4 des cahiers techniques de la construction durable en Bourgogne. Pas un, mais des usagers, pas un, mais des utilisateurs, pas un, mais des occupants. Vous l'aviez présenté ce matin, Olivier Côté. Juste une remarque, c'est que dans les utilisateurs du bâtiment, il n'y a pas que ceux qui vivent dans le bâtiment. Il suffit d'être en relation économique, fonctionnelle ou affective avec le bâtiment. On n'est pas forcément habitant dedans. C'est exactement ce que nous avons proposé dans le bon à savoir, page 10. Bon, alors, intervention de Marcel Chifflot. Juste beaucoup plus simple, parce que là, je sais pas, quand j'écoute un peu tout ça, je suis un peu perdu dans la complexité, moi. Moi, j'ai mon collègue Olivier Lafay de Cluny, qui a averti ses collègues qu'il allait mettre des compteurs pour gérer l'énergie, voir où on passait l'énergie. Bon, il a averti, mais le temps que ça se fasse, ça a mis 2 mois. Et bien, dans les 2 mois, il s'est aperçu tout simplement que les gens, ils se sont pris en main, et puis qu'il a gagné déjà 25% d'énergie, rien que parce que les gens, ils éteignaient tranquillement les lampes, ils commençaient à fermer le chauffage, rien que parce qu'ils savaient qu'ils allaient être gérés. Ils allaient être, pas gérés, mais surveillés, enfin, je sais pas qu'on peut dire ça. Et le fait d'avoir des compteurs chez soi, je crois que ça motive, parce qu'on voit mieux où passe notre argent. Parce qu'à un moment donné, quand on dépense de l'énergie, il ne faut pas aller chercher très loin toutes les coutumes, les trucs comme ça. Vous dites, voilà, vous avez un compteur, quand on va dire, tiens, qu'est-ce que j'ai dépensé à telle date. Et rien que ça suffit. Il a gagné sans rien faire. C'est ce qu'on appelle artefact expérimental ou billet d'observation. Il faut se prendre en main, c'est tout, tout bêtement. Ouais. Moi, je voulais rebondir un petit peu dans le même sens, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart, on va dire, des usagers, utilisateurs de bâtiments, s'octroyaient, on va dire, des comportements sur leur lieu de travail qu'ils n'avaient pas chez eux. Et on se retrouve, on va dire, souvent avec des plaintes de température, tout un tas d'éléments qui engendrent, on va dire, un phénomène de surchauffe des bâtiments. Et on va dire, le reporting, la communication aussi, la pédagogie, on a réussi, entre guillemets, sur plusieurs sites, à, on va dire, faire montrer aux gens qu'ils avaient une température, alors réglementaire ou pas, suivant des consignes qui étaient données, mais qui permettaient justement d'avoir, on va dire, un environnement confortable. Eh bien, je vais rebondir sur la différence entre température d'ambiance et température opérative, qui est également traitée dans la publication. Je pense que les activités sont pas les mêmes aussi dans le secteur résidentiel ou dans un bâtiment de bureau où on reste assis pendant 8 heures sans bouger. Ah, alors, en précision d'Olivier Côté, mais on va jamais arriver à boucler cette journée. Le matin, quand je me lève, je suis propriétaire de là où je suis. Quand je suis dans le bureau, je suis utilisateur, je paye même pas les charges. Quand je vais au restaurant, je vais être dans une autre situation. C'est-à-dire que la relation que j'ai, moi, avec le bâtiment, elle dépend, entre guillemets, de chaque bâtiment, de chaque instant de la journée.
Elle dépend si je suis propriétaire, si je suis utilisateur, uniquement occupant, si j'ai un comportement, si je suis papa bricoleur ou pas du tout, etc. C'était présent, ça, dans votre modèle de l'occupant, parce que vous ne l'avez pas dit ce matin, mais le programme Home était basé sur une modélisation des... On a modélisé les besoins de ce qu'on appelle les utilisateurs au sens macro du terme, c'est-à-dire qu'ils peuvent être non connectés au bâtiment physiquement, d'accord ? Et on a segmenté en 4 classes typologiques. C'est les 4 classes typologiques que je vous ai décrites, qu'on a appelé le profil occupant, c'est-à-dire j'utilise les bienfaits du bâtiment sans être impliqué par lui-même. Alors, je suis impliqué par les coûts de fonctionnement et le bâtiment, je suis impliqué par sa technique ou je suis impliqué par sa possession. Voilà. Et suivant que je suis les 4, je suis propriétaire occupant de mon logement en train de prendre ma douche, je suis les 4 personnages à la fois. Voilà. Alors, et si c'est madame qui tient les cordons de la bourse, papa qui est bricoleur et Fifi qui prend sa douche, elle est purement occupante, le reste, elle s'en tape. Donc il faudrait dire des usagers dans des contextes différents. Absolument. Voilà. Je laisse la parole et puis ce sera la dernière question. On s'achemine vers la fin de cette journée. Je vous ai zappé, pardon. Pas grave. Juste un éclairage, un complément. Aujourd'hui, on sait très bien concevoir, rénover, construire et donner des moyens de feedback. Mais je pense qu'il faut casser le mythe que l'information seule suffit à faire changer. Et on est dans des situations de changement. On ne l'a pas assez dit, à mon sens, aujourd'hui. Aujourd'hui, ces nouveaux bâtiments qui consomment peu impliquent des changements de comportement. C'est des nouveaux modes de vie. Et ça, pour conduire ça, on ne sait pas faire. Enfin, ça n'existe pas, très peu, voilà, l'accompagnement au changement. Et l'idée, c'est effectivement d'impliquer. C'est pas que avec de l'information. Sinon, les petits livres que tous les BE fournissent aux bâtiments seraient fonctionnels. Non, il faut aller plus loin. Il faut revenir sur le sens que les gens voient, et il faut revenir vers eux. L'accompagnement, c'est l'écoute, et c'est pas la manipulation, parce que sinon c'est pas durable. Donc ça, c'est quelque chose qui, d'après moi, manque peut-être un peu au contenu de la journée, et ce sont des clés qui manquent, et c'est cette lecture sociologique qu'on n'a pas assez aujourd'hui. On parlait de démarche d'implication. Je pense que c'est pas du tout la même implication de lire un document que d'être participer, je sais pas, à un moment où on va participer à la réception du bâtiment, où on va se promener dans le bâtiment, peut-être découvrir d'autres zones aussi dont on connaît pas les pratiques ou voilà. Ce que disait Monsieur Côté est très vrai, c'est que lorsqu'on a une action, lorsqu'on a une liberté d'action, il faut qu'on ait conscience de la conséquence, et donc il faut qu'on ait une information très synthétique. Il faut un retour. Exactement. Il faut un retour immédiat de l'action. Je prends l'exemple de l'économètre de la bagnole. Je suis conducteur, si au moment où j'appuie sur ma pédale, il y a quelque chose qui me dit que je passe à 13 litres au 100, si je le veux, je peux m'auto-éduquer. J'ai l'information qui me permet la pédagogie. Imaginez que maintenant cette information me dise « Non, mais à la fin du voyage, quand vous serez rentré, vous branchez votre PC, vous aurez la courbe de consommation de votre bagnole. » Rien à battre. Donc information en temps réel. Ça ne me servira à rien. Au pire, on met une notice avec écrit, lorsqu'on achète la bagnole, une notice avec écrit « Si vous appuyez sur la pédale beaucoup, ça consommera beaucoup. » Ouais. Ça s'appelle des conseils aux utilisateurs. Voilà. Très bien. Je vous propose de clore sur cette série de questions cette journée.